Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à la bonne dose. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui préoccupe tous les parents en général et les parents noirs en particulier. Il s'agit du système éducatif. En effet, après la mise au monde, il reste l'éducation. Vivre, c'est persévérer dans son être. Et pour une société donnée, c'est par l'éducation qu'elle se perpétue dans son être physique et social. Il s'agit d'un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement biologique individuel. Ça, c'est du professeur Kizerbo. L'éducation est donc un élément fondamental pour toute personne et pour tout groupe qui se projette convenablement dans le futur. Elle permet de mieux vivre l'aujourd'hui et de préparer le demain. La quasi-totalité des pays du monde se tarde de proposer un système éducatif conforme aux valeurs dites universelles. La mondialisation, quant à elle, tend à uniformiser les structures économiques et sociales des pays du monde avec pour conséquence l'uniformisation progressive des systèmes éducatifs. Cette uniformisation à marche forcée rencontre de plus en plus de résistance dans le domaine de l'éducation, surtout que de plus en plus de personnes isolées ou organisées en communauté s'interrogent sur la pertinence des modèles sociaux proposés et les enseignements prodigués. Des communautés entières se sont tellement oubliées, parfois agressées par les systèmes éducatifs qu'elles préfèrent déscolariser leurs enfants ou les inscrire dans des écoles dites alternatives. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le cas spécifique de l'éducation des enfants noirs et nous essayerons de savoir si elle est adaptée aux défis particuliers qu'ils devront affronter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelques chiffres. Il s'agit du rapport conjoint de l'Université de Montréal et du Centre d'études ethniques des universités montréalaises. C'est un rapport qui a été produit en octobre 2008 et j'ai juste pris 2 tableaux qui pourront nous aider à réfléchir convenablement. Le premier tableau parle de la présence des élèves des communautés noires aux épreuves ministérielles. Ce sont les élèves du secondaire 4 et du secondaire 5. Donc, il apparaît que les élèves des communautés noires se présentent à 60,5% aux examens du ministère dans les matières comme l'histoire, à 55% dans les matières comme la science physique, alors que dans l'ensemble de la population, les enfants se présentent à 74,7% aux examens d'histoire et à 71,4% aux examens de sciences physiques. Un autre tableau qui parle du taux de diplomation au secondaire des élèves des communautés noires. Et là encore, c'est très parlant puisque il n'y a que 37,1% des enfants des communautés noires qui ont leur diplôme après 5 ans d'études au secondaire, donc après un cursus normal. Après 6 ans, ils sont 47,3% et après 7 ans, ils sont 51,8%. Pour l'ensemble de la population, après 5 ans, 57,8% des enfants ont leur diplôme du secondaire. Après 6 ans, 65,7% ont leur diplôme du secondaire et après 7 ans, 69% des enfants ont leur diplôme du secondaire. D'après ces chiffres, au vu de ces statistiques, en fait, il apparaît clair que les élèves noirs rencontrent plus de difficultés dans leur éducation de base. Qu'est-ce qui est en cause? Et surtout, comment remédier à cette situation? Je vais poursuivre cette réflexion avec Rachel, la fondatrice de l'école Nassara.
Salut Rachel. Bonsoir. Et comment tu vas? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Et est-ce que tu peux nous parler de toi un tout petit peu? Alors, moi, c'est Rachel. Je viens de la Martinique. Donc, je suis venue ici en 2011 pour les études. Donc, j'ai d'abord commencé par un baccalauréat et ensuite j'ai poursuivi avec une maîtrise en sociologie. Et voilà, c'est pas mal ça. Et donc, je suis ici avec mon conjoint Jérôme, qui est d'ailleurs à l'initiative avec moi de l'école Nassara. C'est un projet commun. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le système éducatif actuel des enfants, mais des enfants noirs. Est-ce que, selon toi, ce système est adapté aux enfants noirs? Alors, adapté, je dirais que non, parce qu'en fait, on peut se rendre compte d'après ce qu'on sait à travers la diaspora, que ce soit à Montréal, aux Antilles ou même en France, que le programme scolaire obligatoire dans le système régulier fait cruellement défaut de tout ce qui est au niveau historique de l'Afrique, de notre histoire en tant qu'afro-descendants. Et pour moi, c'est déjà un gros problème au niveau de la connaissance de soi-même et de l'estime de soi qu'un jeune peut avoir. C'est déjà un grand problème. Et je pense aussi que de tout ça découle aussi la réussite dans les autres matières, parce que c'est sûr que si on n'est pas valorisé, qu'on ne se reconnaît pas dans le programme qui nous est imposé, c'est sûr qu'on ne peut pas réussir brillamment de manière générale. Ok, bon, avant de parler concrètement du problème des enfants noirs, généralement, selon vous, qu'est-ce qu'un système éducatif? Alors pour moi, un système éducatif, c'est vraiment un ensemble de choses qu'on met en place pour que l'enfant apprenne à grandir comme il faut. Donc ça passe aussi l'éducation que l'instruction en termes de contenu pédagogique, mais aussi l'éducation en termes de normes, de valeurs, et puis élever un enfant pour qu'il soit outillé pour être un citoyen compétitif en grandissant. Quand vous parlez d'enfants, vous parlez de personnes de quelle tranche d'âge? Ben alors pour moi, l'éducation ne commence pas tout de suite, parce qu'un bébé, un nourrisson, il est avec sa maman, avec ses parents, mais l'éducation pour moi, c'est lorsqu'on est en âge de vraiment comprendre et de pouvoir, que ce soit reproduire ou assimiler les notions. Donc je dirais que ça commence environ vers 5-6 ans vraiment pour moi, l'éducation en tant que telle. Quand vous parlez des enfants, c'est à partir de 6 ans, c'est-à-dire les enfants qui reçoivent l'éducation scolaire, c'est à partir de 6 ans et jusqu'à quel âge au minimum? Pour moi, c'est autour de 15 ans qu'on vraiment on commence à entrer dans la vie adulte. 15-16 ans, pour moi, c'est vraiment là que tout se joue. Et que c'est là, pour moi, c'est là qu'il faut maximiser tous les efforts pour que le jeune puisse vraiment avoir toutes les notions et toute la valeur qu'on peut lui donner pour pouvoir être un adulte accompli, selon moi. Et le rôle des parents dans tout cela, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants? C'est sûr que ça commence très tôt, l'implication des parents. Pour moi, c'est d'avoir déjà la structure familiale est importante, parce qu'on a beau dire, c'est vrai que notre communauté a beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Surtout, je pense que le rôle du père et de la mère est important, parce qu'il faut que les deux parents soient déjà associés dans l'éducation de leur enfant, complémentaires aussi, que ça se joue dès tout petit dans les modèles, les rôles du père, le rôle de la mère, que ce soit une petite fille, un petit garçon. Il y a un exemple à montrer, et puis à accompagner le jeune, l'épauler dans les difficultés, les bons moments, etc. Ça passe aussi par tout ça. Quel est le rôle spécifique des papas dans l'éducation de leurs enfants? Alors, je sais que beaucoup de pères n'aiment pas entendre ça, mais pour moi, quand même, je sais pas si ça va. C'est ce que je pense, en tout cas. Je pense que le père aussi a un rôle. J'aime en tout cas que le père soit plus strict, parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée quand même comme ça.
La figure paternelle était très autoritaire et totalement synonyme de respect. Et pour moi, un père doit pouvoir se faire respecter par ses enfants et puis montrer qu'il tient la famille et qu'il est responsable. Il a des enfants, il en prend soin et puis il peut être un bon modèle pour eux. Pour moi, c'est important. Et c'est ce qu'on devrait mettre en avant qu'avoir des pères qui sont outillés pour être de bons chefs de famille finalement. Mais est-ce que pour être un bon chef de famille, il ne faut pas être aussi une personne qui a du succès financier? Je pense pas que, oui, c'est quand même important. On a beau dire l'argent a quand même sa part une très grande importance dans le foyer parce que qui dit argent dit financièrement subvenir aux besoins de la famille, que ce soit la nourriture, le matériel scolaire, les vêtements et tout ça, les sorties, les loisirs, etc. Mais aussi, je pense que on n'est pas obligé comme moi, je suis une femme, mais je me dis qu'un homme n'est pas obligé non plus d'avoir un salaire extrêmement important pour être important dans sa famille. Donc le fait de montrer qu'il est volontaire, qu'il est motivé, déterminé, qu'il est aussi ambitieux, ça peut jouer aussi. Donc je veux dire que il faut montrer à son enfant qu'un père aussi peut avoir des moments de faiblesse, si je peux dire, mais que l'important c'est comment tu réagis dans ces moments-là. Est-ce que tu montres à ton enfant, est-ce que tu baisses les bras, est-ce que tu te mets au fond sur toi-même, ou est-ce que tu vas de l'avant, que tu cherches à améliorer la situation pour pouvoir justement que l'avenir soit meilleur. Ok. Quel est le rôle de maman dans l'éducation de leurs enfants? Alors, le rôle de la mère, en tant que maman, une petite fille aussi de quelques mois, d'une vingtaine de mois, je pense que le rôle de la mère, le rôle d'écoute, surtout. Moi, en tout cas, je pense qu'une maman doit pouvoir être attentive aux besoins de ses enfants. Parce qu'on a une connexion qui est naturelle depuis la naissance, depuis la grossesse, même avec son enfant. Et je pense que c'est important pour qu'une mère puisse comprendre son enfant. Faire en tout cas la démarche d'essayer et de ne pas juger. Parce que souvent, je connais beaucoup de gens qui ont des relations avec leurs parents assez conflictuelles. Et justement, c'est parce que les parents, souvent, ont leur propre bagage, leur propre passé, puis ils ont du mal à laisser aux enfants la place qu'il leur faut pour pouvoir faire leurs propres erreurs. Et puis, ils sont toujours dans le jugement, fais pas ci, fais pas ça. Mais je pense qu'une mère devrait pouvoir avoir le recul de laisser l'enfant faire son chemin, mais d'être là lorsqu'il revient, d'être là en cas de besoin, d'être toujours là pour ne serait-ce qu'un câlin. Pour moi, c'est le rôle de la mère. C'est vrai que le père aussi fait des câlins, je ne dis pas le contraire, mais souvent, il y a une connexion avec la mère qui devrait pour moi être toujours permanente. Parce que c'est dommage qu'une mère et une fille surtout, elles soient en conflit. Pour moi, c'est triste, c'est dommage. Donc, vous avez dit que le cadre familial joue dans l'éducation, bien même dans l'instruction des enfants. Selon vous, est-ce que les enfants qui réussissent quand même, malgré le fait qu'ils aient évolué dans un cadre conflictuel, ont plus d'aptitude? Est-ce qu'ils sont pas mieux préparés à la réalité de la vie comme elle est? Parce que les enfants noirs aujourd'hui, surtout pas les enfants noirs, on a l'impression qu'ils sont quand même agressés dans le système éducatif. Donc, un enfant qui réussit malgré les conflits familiaux, est-ce qu'il n'est pas plus outillé pour affronter la vie et les conflits raciaux même qui vont intervenir plus tard dans sa vie? Mieux outillé, je ne sais pas vraiment. Je pense que oui, mais je me dis aussi parallèlement à ça que même si un enfant grandit dans une famille entre guillemets saine et fonctionnelle, si les parents font le travail en amont sur qu'ils essaient de lui apprendre la réalité de la société, quels sont les faits, mon enfant, tu vas arriver dans un monde où la réalité en tant que noir, c'est ça. Je pense que ça peut aussi être efficace et qu'un enfant n'a pas besoin forcément d'avoir une situation conflictuelle pour être préparé finalement à la vie d'adulte. Pour moi, ça dépend vraiment du travail des parents en amont en grandissant. Si les parents sont soudés et sont ensemble dans une démarche justement d'apprentissage,
pour moi, c'est tout aussi positif. Ok, mais ce qui signifie que les parents doivent prendre en compte les réalités et se charger de les expliquer à leurs enfants, c'est ça? Mais moi, je pense que c'est un travail à faire, que, en tout cas, maintenant, je pense qu'un parent de la communauté devrait préparer son enfant à ça, parce qu'on sait comment c'est maintenant, on sait qu'il y a des problèmes de racisme, on sait qu'il y a des discriminations, on sait que les Noirs ont plein de problèmes au niveau de leur intégration dans la société et tout ça. Je pense que c'est aux parents aussi de préparer l'enfant, parce que je me dis que un enfant a quand même besoin, il peut pas être livré à lui-même non plus. Ok, il va faire son chemin, sa voie, mais il a besoin de la protection qu'un parent doit apporter, doit passer par là également, de lui dire, ben ok, toi tu auras ça, ça va être ça, tu dois réagir comme ça. Tu vois, avoir au moins des clés pour qu'il puisse au moins avoir une base au moins pour pouvoir à laquelle se référer finalement lorsque la situation s'impose à lui. Ok. Et tout à l'heure, j'ai présenté les statistiques. Il y a quand même des différences énormes entre les enfants d'origine africaine qui viennent d'Afrique et les enfants qui sont nés ici, les enfants noirs qui sont nés ici. Apparemment, les enfants qui viennent d'Afrique ont quand même ou bien qui viennent d'ailleurs, les enfants noirs qui viennent d'autres continents, d'autres pays, ont quand même de meilleures performances que des enfants qui sont ici, je pense. Donc, est-ce que ici, l'éducation des parents est assez stricte, ou bien est-ce que les parents noirs ici au Canada utilisent les bonnes méthodes pour permettre à leurs enfants d'avoir du succès scolaire? Alors, je pense que ma réponse à cette question serait que malheureusement, je ne sais pas si les parents qui justement ont élevé des enfants qui sont nés ici, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a l'importance de la culture d'origine, la culture d'accueil finalement. Il y a quand même une confusion et pour certains parents, c'est comme une dualité qui fait que ça peut amener une confusion pour l'enfant surtout. Donc, où il se situe, où il se place, et puis les parents, parfois eux-mêmes, ont envie de se dire, bon, mais mes parents faisaient comme ça au pays, par exemple, oui, mais ici au Québec, c'est pas pareil, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, des choses qu'on ne peut pas dire, on peut pas faire. Ça, pour moi aussi, ça peut amener une confusion. Je pense pas que les parents veulent nécessairement, veulent mal faire. Je pense pas que ce soit vraiment, c'est malgré eux. Je pense que c'est vraiment eux-mêmes qui sont un peu perdus dans tout ça et puis qui doivent se retrouver pour apporter le meilleur à leurs enfants. Et dans le cas des enfants noirs, toujours, est-ce qu'il ne vaut pas mieux intervenir auprès des institutions gouvernementales pour qu'elles prennent des mesures adaptées aux enfants noirs? J'aimerais dire oui, mais je pense que ça aurait déjà été fait. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de demandes, beaucoup de choses. Je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité. Je pense la communauté devrait prendre en charge l'éducation de ses enfants. Je pense que l'urgence vient de nous-mêmes. Je pense qu'on ne devrait pas attendre le gouvernement. C'est à nous-mêmes d'éduquer nos enfants comme nous, on aimerait le faire en tant que Noirs. Comme dire ce qu'on aimerait dire et leur apprendre ce qui pour nous est important de véhiculer à un enfant. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que le gouvernement, ok, il donne des fois il met des mesures en place pour l'intégration des enfants des banlieues de Montréal-Nord et de ci et de ça. C'est déjà une bonne chose. Faut le dire, c'est très bien. Mais est-ce que c'est assez? Pour moi, non. Pour moi, on devrait aussi pouvoir se mettre ensemble et se dire qu'est-ce qu'on fait. Nos jeunes, il y a un problème de notre jeunesse. Notre jeunesse ne réussit pas. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation, de l'école, de décrochage scolaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pour moi, c'est là qu'on devrait faire la différence. Se poser ensemble et être capable de se dire, il faut qu'on éduque nos enfants dans quelque chose qui nous ressemble et qui leur ressemble surtout. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'associer avec le gouvernement pour répondre pour donner des solutions à ce problème? Mais c'est ça, comme j'ai dit, je pense que c'est un travail qui va de pair. Que le gouvernement aussi a les ressources financières et
à grande échelle pour pouvoir résoudre des problèmes sûrement dans la communauté pour les jeunes de manière plus concrète. Mais aussi, il faut que les parents soient volontaires, soient là aussi pour accompagner leurs enfants dans ce processus-là. Est-ce que les parents sont prêts à le faire? Pas tous. Est-ce que les parents ont le temps pour le faire? Pas tous non plus. Parce qu'aussi, les parents qui viennent ici au Québec, le plus souvent, ils travaillent énormément. Il y a plusieurs emplois. Il y a d'autres enfants. Il y a plein de choses à gérer aussi. Ils ont le temps de s'asseoir chaque soir avec leurs enfants et puis de les accompagner dans un travail à la maison. Pas tous les parents peuvent faire ça. Ceux qui ont la chance d'avoir ces parents-là, sûrement qu'ils réussissent mieux. Moi, je pense vraiment que ça joue beaucoup sur la réussite scolaire. Mais, en communauté, est-ce qu'on regarde les statistiques? Je pense sincèrement que peu d'enfants ont cette chance-là, malheureusement. Donc, le gouvernement, oui, fait un gros travail, mais il faut aussi qu'on aide les parents à être disponibles finalement et avoir aussi les connaissances aussi pour aider et accompagner leurs enfants dans la réussite scolaire. Oui, vous avez dit quelque chose de très intéressant sur la disponibilité des parents. Parce que c'est vrai que quand un papa ou une maman ou les deux parents ont un boulot prenant, ou bien deux, ils ne peuvent pas le soir venir surveiller les devoirs des enfants. Donc, est-ce que ce n'est pas le système social lui-même qui est en cause? C'est-à-dire, parce que dans le système social, il y a le travail, il y a le métier des gens. Est-ce que le gouvernement ou bien la société ne devrait pas trouver le système qui s'adapte au mieux aux parents aussi? Est-ce que ce n'est pas ça la solution? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas militer plutôt dans cette voie que de créer des alternatives scolaires, par exemple? Je dirais que ça pourrait être une possibilité, effectivement, mais c'est juste que je me demande dans quelle mesure, parce que effectivement, un parent lui dire de travailler moins d'heures pour être plus disponible pour son enfant, est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Ou bien, à la limite, le payer plus cher par heure pour qu'il fasse moins d'heures. Je ne sais pas si on est amoureux de demander ça et d'espérer obtenir ça dans la conjoncture actuelle. Mais ce serait une idée, effectivement, de pouvoir peut-être aménager des chiffres différents pour les parents qui ont des jeunes enfants, par exemple. Ce serait une idée. Ou bien, je sais pas, peut-être mettre en place du soutien scolaire. Je pense que ça se fait déjà dans la communauté. Mais encore une fois, c'est plus souvent, c'est aussi un budget à côté. Est-ce que c'est possible encore? Est-ce que c'est que les parents peuvent se permettre un budget pour ça? Encore une fois, c'est pas sûr. Je ne sais pas vraiment. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais c'est sûr que si on pouvait proposer aux parents un tel arrangement, pour moi, ce serait quand même une super opportunité. Et est-ce que vous avez exploré l'éducation de type africain? Bon, quand je parle de type africain, c'est une éducation qui encourage le collectivisme au détriment de l'individualisme. Est-ce qu'on pourrait mettre dans le cadre communautaire déjà ce type d'éducation, c'est-à-dire une éducation collective, c'est-à-dire les enfants, on va les mettre dans un processus d'enseignement pour qu'ils apprennent à prendre soin les uns des autres. Parce que je me dis aussi, si les parents, dans la conjoncture actuelle, n'ont pas le temps de s'occuper de tous les devoirs des enfants, par exemple, eh bien, ce sont les grands frères, normalement, qui devraient prendre soin de ces enfants. En fait, c'est comme ça qu'en Afrique, mais je pense à Martinique aussi, les enfants sont éduqués, les grands frères s'occupent des petits frères. Mais dans le cadre de la communauté tout entière, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer, bien réfléchir aux moyens de mettre en place ce type d'éducation?
J'ai exploré la question quand on a créé l'école Nassar. On a essayé de chercher un petit peu quels étaient les tenants de l'éducation traditionnelle africaine. Effectivement, la communauté a une place importante, mais je pense que, je sais pas si au Québec, en tout cas au Canada, à Montréal, là où nous vivons actuellement, j'ai l'impression qu'on manque quand même de ressources. Dans le sens où, déjà, il faudrait faire un travail parce que, imaginons un parent qui a des enfants en bas âge. Est-ce qu'il a des grands frères? Est-ce que les aînés qui sont dans la communauté ont les ressources nécessaires pour aider l'enfant? C'est ça que je me demande. Est-ce que l'enfant aussi est-ce que l'enfant est ouvert aussi à se faire aider? Est-ce qu'aussi on a beaucoup de problèmes dans notre communauté par rapport au fait que les enfants soient réceptifs ou non à quelque chose de traditionnel et de plus collectif? Est-ce que c'est réaliste de se dire que un enfant, on lui propose, écoute, ta tante va t'aider, ma tante va m'aider, mais est-ce que ma tante sait connaître ma matière? Est-ce que ma tante sait de quoi on parle à l'école où je vais au Québec? Est-ce que le programme scolaire québécois est maîtrisé par mes aînés qui sont le plus souvent peut-être venus du pays, qui ne sont pas forcément nés au Québec, etc. C'est une question que je me pose. Je me dis, même aussi au niveau du collectif, c'est bien aussi que l'enfant puisse, ne pas se reposer non plus sur la communauté, parce qu'en fait, oui, la communauté c'est très important et c'est vraiment primordial pour un enfant, mais il faut aussi qu'il apprenne à s'en sortir de lui-même. Il faut qu'il puisse comprendre qu'il y a des ressources à puiser dans la communauté, qu'il doit mettre en pratique lui-même. Est-ce qu'il doit lui-même aller demander de l'aide quand il a besoin pour ses devoirs? Est-ce que lui, il le fera? Oui, en tout cas, je m'interroge et je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de la communauté noire, trouver les moyens pour mettre en relation les personnes qui savent, et c'est-à-dire les enfants ou bien les plus jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions qui entrent en compte, mais est-ce que vous pensez que cette réflexion a déjà été faite, ou alors c'est quelque chose qui est nouveau pour vous? Parce que je me dis, si au niveau communautaire des gens s'associent, c'est-à-dire les Noirs se réunissent et disent il faut que les enfants noirs réussissent leurs études dans ce pays, ou bien dans les autres pays comme les États-Unis ou la France, ou en tout cas les pays dans lesquels les Noirs ne sont pas majoritaires, par exemple. Si les Noirs adultes s'associent, je pense que quand même à partir de là, des solutions peuvent être trouvées. C'est vrai que ça prend de la confiance déjà, parce que pour laisser son enfant à quelqu'un, il faut avoir une certaine confiance. Mais ne peut-on pas quand même essayer de voir, d'explorer cette piste? Je pense que c'est une piste qui devrait justement être explorée, mais qui, je pense que beaucoup de gens sont en hésitation encore, parce que la communauté déjà n'est pas très grande, on n'est pas forcément nombreux à avoir les connaissances pour pouvoir, pouvoir enseigner et aider les enfants qui viennent après pour en termes de connaissances pédagogiques concrètes. Et je me dis quand même que si effectivement, comme tu dis, on peut se mettre ensemble en tant qu'adulte et se dire moi j'ai des enfants de tel âge à tel âge, moi j'ai des enfants de tel âge. Tes enfants ont passé ce programme-là il y a 2 ans, les miens sont là-dedans maintenant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, s'entraider, tes enfants réussissent telle matière brillamment, etc. Pour moi, oui, ce serait une opportunité. Ça pourrait être développé et être surtout efficace. Et je veux revenir un peu sur le rôle des parents. Est-ce que c'est vraiment efficace que les 2 parents travaillent à temps plein? C'est vrai. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose si les 2 parents travaillent à temps plein et ne gagnent même pas des gros salaires? Est-ce qu'on peut espérer que les enfants noirs réussissent?
Alors ça, c'est une question, je pense, qui résulte d'un choix de chaque foyer, parce que ça dépend vraiment de l'emploi exercé, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la dynamique du couple. Est-ce que maman peut rester à la maison, faire l'éducation de l'enfant? Est-ce que maman peut rester au foyer puis s'occuper de tout ce qui est le foyer, finalement? Mais j'ai l'impression qu'au Québec, quand même, non seulement c'est une opportunité que peu de parents saisissent, que beaucoup de gens ont besoin de des salaires. Parce que souvent, il y a peut-être plusieurs enfants, peut-être des frais, des prêts, des choses, des dépenses, vous voyez. Et puis, est-ce que c'est réaliste? Je pense que si les parents avaient le choix, je pense qu'ils seraient restés à la maison, les disques restaient à la maison. Mais je me demande si finalement le choix, dans la conjoncture économique. Est-ce que, économiquement parlant, un seul salaire peut suffire à un foyer? Ça dépend encore une fois du salaire du père, de la mère, de qui peut rester à la maison, qui peut travailler, etc. Mais c'est vrai que moi, mon avis personnel, c'est sûr que je prends des pincettes de ce que je vais dire parce que je dirais que on a beaucoup de structures pour les jeunes maintenant dans la garderie, on a les écoles, on a ci, on a ça. Mais je pense que toujours quand même que c'est quand même important pour un enfant d'avoir une communauté, que ce soit des Noirs ou bien dans sa garderie ou peu importe. Je pense quand même qu'un enfant apprend plus lorsqu'il est avec d'autres enfants, parfois un peu plus grands, que lorsqu'il est seul avec ses parents. Moi, ça c'est mon avis. Mais je pense quand même que la garderie a ses avantages. Oui, mais je ne dis pas qu'on doit enlever les enfants de la garderie, mais je dis, est-ce que dans un couple, il ne vaut pas mieux qu'il y ait un parent qui s'occupe des affaires courantes du foyer, c'est-à-dire qu'il est dédié à cela. Parce qu'aujourd'hui, le modèle qui nous est présenté, c'est le 50-50. C'est-à-dire, on nous dit chacun fait des tâches ménagères à 50% des parents. Mais nous savons que c'est pas vrai. Mais c'est le modèle qui est le plus... le modèle féministe et tout ça, le droit de la femme et tout ça. Exactement. C'est ce modèle qui est encouragé. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux, franchement, pour nos enfants, les enfants noirs, de sortir de ce modèle et d'encourager vraiment le modèle qui permet à un parent de s'occuper en priorité des enfants? Je sais qu'il y a des frais, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à cela? On peut y réfléchir, mais honnêtement, en tant que femme, c'est vrai que, même si je sais que c'est important, qu'une mère s'occupe de ses enfants, de son foyer, etc., de sa famille. Oui, ça peut être aussi, mais c'est souvent les mères, en fait. Je pense que c'est quand même réaliste. Je pense que très peu de pères de notre communauté, très peu de pères restent à la maison, à s'occuper des enfants. Donc c'est souvent les mères qu'on pointe du doigt et qui elles-mêmes se dévouent naturellement pour ce rôle-là, de rester à la maison avec les enfants. Et, mais j'ai quand même l'impression que, mine de rien aussi, les femmes de notre communauté aiment aussi leur indépendance. Je pense que souvent, même si le choix s'imposait, il y a des mères qui aiment bien travailler aussi, qui aiment bien avoir le choix de travailler, puis d'avoir leur propre sous et tout ça. Donc, me dire maintenant que, oui, ça serait vraiment intéressant que l'un des deux soit à la maison et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, en 2010, proposer aux femmes de la communauté? Est-ce qu'elles accepteront? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression vraiment que les femmes ont quand même pris goût à ce côté un peu féministe, un peu indépendance, un peu liberté, etc., malgré les contraintes du quotidien, malgré ce que ça implique pour le foyer, etc. On va aller à un autre sujet, tout simplement. Selon vous, bon, d'après un sujet abordé dans le site Radio-Canada, les élèves noirs de Nouvelle-Écosse sont punis de façon disproportionnée. Est-ce que vous pensez que les enfants noirs, ici au Québec par exemple, ne subissent pas les mêmes discriminations? Parce que là, c'est vraiment de la discrimination. Est-ce que, selon vous, les femmes sont intuitives? Selon votre intuition, est-ce que ce n'est pas le cas ici au Québec? Alors, de mon expérience personnelle,
vu que ma fille est quand même assez petite, je ne peux pas dire que j'ai concrètement vécu ça avec ma fille, mais je connais d'autres parents qui ont effectivement dénoncé des actes racistes envers leurs enfants à Montréal. Donc, les actes racistes envers leurs enfants, oui, et qui d'ailleurs ont préféré sortir leurs enfants du système scolaire. Donc, c'est qu'en fait, mine de rien, même si on en parle très peu dans les médias, ça se fait encore, et à Montréal, même si c'est une ville multiculturelle, il y a encore, dans certaines écoles, des actes, en tout cas des remarques racistes et de l'intimidation envers les enfants de la communauté. En fait, ce qui me surprend, c'est ces actes racistes proviennent des enseignants ou bien des autres? Des enfants entre eux. Ah, ok. Des enfants entre eux, des paroles blessantes à l'égard de l'enfant, de son physique, son apparence, etc., sa couleur de peau, etc. C'est vraiment entre les enfants et souvent l'école ne donne pas forcément aux parents le soutien dont ils auraient besoin. Et c'est pour ça peut-être que certains parents sont amenés à retirer leur enfant du système scolaire, quitte à changer d'école, mais souvent c'est un peu pareil partout sûrement, ou peut-être pire ailleurs, qui sait. Donc, et là, je pense que comme tu disais tantôt, au niveau du fait qu'un parent reste à la maison, souvent ça s'impose plus qu'un choix, en fait. Ça devient une obligation, que si l'enfant est à la maison, les parents restent à la maison avec l'enfant. Ok. Selon vous toujours, quelles sont les solutions immédiates? Quelles sont les solutions qui vous viennent en tête pour résoudre le problème du niveau scolaire des enfants noirs? Au niveau scolaire, de la réussite scolaire et d'améliorer le rendement, en fait. Oui. Pour moi, je pense qu'il devrait réformer le système scolaire, le programme scolaire, pardon. Et je pense que les enfants noirs ont besoin de se sentir valorisés dans le système qu'on leur impose. Moi, je pense que c'est la clé. Moi, ça c'est mon hypothèse personnelle à moi, qui fait aussi que j'ai créé l'école Nassara d'ailleurs, parce que je pense que l'enfant noir, et peu importe les enfants de partout, parce que quand on regarde le programme scolaire actuel, les enfants blancs, donc non noirs, ou peu importe la culture, on leur raconte des histoires, l'histoire, la géographie, c'est leur pays, leur histoire, leur roi, leur héros, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a l'esclavage. On a l'esclavage, la traite négrière, et maintenant, on a à la limite la libération des Noirs aux États-Unis, etc., la fin de l'apartheid, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment des modèles qu'on peut pour les enfants? Tel Noir a fait ça, il a libéré son peuple. Est-ce que ça peut jouer? Moi, je pense que ça peut jouer. Parce que je pense que dans le plus jeune âge, de la même manière que nos enfants regardent les parents comme modèles et sont notifiés à leurs parents et refont ce que leurs parents font à la maison, je pense que si, dès tout jeune, on propose à un enfant un modèle qui lui ressemble et qui valorise ce qu'il est, pour moi, ça peut faire une grande différence sur la réussite de toute cette matière. Ok. Maintenant, on va parler de l'école Nassara. Que veut dire Nassara d'abord? Alors, Nassara, ça vient ça a été un nom qui a été cherché très longuement, parce qu'on voulait vraiment un nom qui a une signification qui est liée à notre école. Ça veut dire, réussite ou victoire en Hausa. Ok. Donc, on a vraiment cherché un nom, on a vraiment fait des investigations poussées pour trouver un nom qui est aussi joli et harmonieux que significatif, ou en signification symbolique. Ok, mais pourquoi vous n'avez pas choisi un nom créole? Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que ça sonnait bien à nos oreilles, puis on s'est dit on va y aller avec Nassara, tout simplement. Quelle valeur souhaitez-vous transmettre à vos élèves? Alors, surtout, on veut que nos élèves puissent avoir une haute estime d'eux-mêmes, se sentent capables de faire de grandes choses, capables de réussir, capables d'exceller dans tous les niveaux, dans tout ce qu'ils ont envie, dans leur passion, de développer leur passion, qu'ils puissent se sentir à l'aise et puis venir à l'école avec la joie, comme vraiment que ça soit pas une contrainte. Pour trop d'enfants de nos jours, peu importe le pays, même moi quand j'étais jeune, aller à l'école, on n'a pas envie d'aller à l'école. Parce qu'on s'arrive très tôt, puis on est assis sur une table, puis c'est pas intéressant, le plus souvent, puis c'est fatigant, ouais. Moi, on veut vraiment réformer, proposer quelque chose de nouveau, pour que les enfants puissent avoir le goût de venir à l'école. Qu'ils puissent venir voir leurs camarades, faire d'activités, que ce soit collectives ou individuelles, renforcer la solidarité entre enfants,
l'entraide, toutes sortes de choses en fait. C'est surtout ça vraiment. On veut vraiment que les enfants puissent vraiment mettre l'accent sur leur capacité, leurs compétences. Quelle technique utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez une technique particulière pour atteindre les objectifs que vous venez d'énoncer? Alors nous, on a pensé en fait vraiment se détacher du système régulier. On veut mettre vraiment en place ce qui ne se fait pas encore dans les écoles québécoises normales. Par exemple, beaucoup de jeux. Donc le jeu, l'amusement, le conte aussi, beaucoup d'histoires. Parce qu'on pense aussi qu'il y a beaucoup de moralité à tirer des histoires, que ce soit les proverbes, les contes, les légendes, etc. Il y a le plus souvent un message derrière qui marque le plus souvent que des heures de théorie, etc. L'enfant retient parce que c'est quelque chose qui est lucratif et qui lui plaît. Donc, je pense que l'enfant peut mieux retenir la leçon. C'est comme, je prends l'exemple de mon exemple à moi. Quand j'étais petite en Martinique, on nous racontait des légendes sur, par exemple, la diablesse ou bien cheval à trois pattes, etc. Des choses, par exemple, qui te faisaient peur. Et ça te rappelait que, par exemple, la nuit, tu sors pas la nuit parce que il y a la diablesse qui peut te prendre. Par exemple, c'est tout bête, mais jusqu'à maintenant, on retient et on sait que ça c'est mal, ça c'est bien. Donc l'enfant peut inculquer des normes et des valeurs à travers des choses qui paraissent toutes bêtes comme le conte. L'enfant comprend une moralité, l'enfant comprend qu'il y a un message à en tirer et il retient que il faut pas faire ça maman c'est ça, il faut rester présent, d'être comme ça, d'être une bonne personne, d'être honnête, d'être respectueux des aînés par exemple, etc. Tout ce que vous souhaitez transmettre ne peut-il pas être transmis de façon complémentaire aux élèves à la maison? Le parent peut très bien faire ce travail-là, mais nous, on veut vraiment être une structure disponible pour justement les parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie et qui n'ont pas forcément les ressources non plus pour faire ce qu'il faut. Comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que c'est quand même important que les enfants vivent en communauté. Donc, je pense que c'est quand même important pour un enfant d'avoir des semblables avec qui il peut jouer, interagir. Et si on peut, à travers cette interaction-là, véhiculer des notions positives, c'est surtout pour ça que je pense qu'une structure éducative est importante en dépit et en plus de ce que se fait à la maison. Et quelle est la tranche d'âge des enfants qui sont acceptés à Nassara? Alors, on a plusieurs groupes et bien sûr, le programme va être adapté selon l'âge de l'enfant. Donc, on a les Timounes, donc c'est vraiment de 2 à environ 4 ans. Donc, les de 5 ans à 9 ans et de 10 à 15 ans. Donc, évidemment... 2 à 4 ans? Oui. Donc, ça c'est vraiment un petit groupe où on veut vraiment axer sur... les premiers mots, le langage, le jeu, etc., les comptines, des chansons gestuelles, etc. Donc, on a ensuite le groupe donc des 5 à 9 ans, ça va être un peu plus déjà en profondeur, on va commencer à intégrer des notions un peu plus d'histoire, bien sûr, en format raconté, pas en format théorique comme on trouve à l'école dans les structures normales. Donc, c'est vraiment tout ce qui est raconté à travers des héros, des grandes reines, des grands rois, des guerriers, etc. Pour qu'ils puissent retenir que la communauté noire a une histoire, a un vécu et a de quoi qui peut être valorisé et dont on peut être fier, en fait. Donc, à travers ça, on veut vraiment aller en complément du système scolaire régulier pour que l'enfant puisse avoir des notions en plus qu'on ne verra sûrement pas à l'école. Et le plus grand groupe, donc c'était de 10 à 15, où là vraiment on va essayer quand même d'aller en profondeur, de citer une réflexion déjà chez l'enfant qui est déjà un peu plus grand, tout en aussi mettant à côté le jeu, des échanges, etc. Parce que pour nous c'est quand même l'un des aspects clés de Nassara, donc le jeu. Okay. Et l'activité. Et quelle est la période d'enseignement? Est-ce que c'est toute l'année ou bien c'est tous les 3? Bien vous avez des sessions trimestrielles, mensuelles? C'est-à-dire, est-ce que l'école se déroule sur 12 mois? Alors nous, notre objectif, pour l'instant, quand on a démarré il y a pas longtemps, on a notre porte ouverte la semaine passée. Donc, on a déjà qui se sont déjà inscrits, donc c'est une très bonne chose.
Donc, on veut mettre en place un système de séances pour l'instant. Donc, ça se déroule. Le premier bloc qu'on propose, c'est sur 19 séances. Donc, c'est environ 4 mois et demi à titre d'une séance par semaine. Donc, on veut que les enfants puissent venir à Nassara et puis commencer à progresser avec nous. Et on a l'ambition, donc c'est vraiment l'ambition, de par la suite d'avoir une école qui tourne à la semaine complète. Et qu'envisagez-vous dans le futur? Déjà, vous avez parlé d'une école qui tourne à la semaine, mais en plus, est-ce que vous avez une ambition plus que celle-là? Alors déjà, notre ambition, on aimerait déjà mettre en place aussi plusieurs ateliers, en plus des cours réguliers. Donc, ce serait un atelier par mois sur divers sujets qui touchent la communauté. Donc, que ce soit la façon dont on mange, la façon dont on est au quotidien, le bien-être, le sport, s'aimer en tant que nous-mêmes, nos cheveux. Je sais pas, notre exemple là, connaître aussi notre histoire, par exemple les rythmes afro-descendants, que ce soit avec le tambour, le gros caralopéen, etc. Il y a plein d'exemples, je vais pas tout dévoiler, mais on a quand même de beaux ateliers qui arrivent. Et en fait, donc on voudrait mettre ça en place en plus des cours réguliers. Et puis on a aussi bien sûr l'ambition d'avoir de plus en plus d'élèves et pour pouvoir éventuellement ouvrir plusieurs écoles. Et lorsque vous faites ce travail, vous êtes associé à d'autres personnes ou vous êtes juste tous les deux actuellement? Pour l'instant, on est juste deux parce que on a voulu commencer par nos propres moyens. Donc on a vraiment mis une école en place, c'est vraiment par la communauté et pour la communauté. Donc, on a déjà des partenaires qui sont dans divers domaines, donc la musique, etc., la musique, la coiffure et d'autres sciences. Mais ce sont des partenaires qui sont avec nous pour des ateliers ponctuels. Mais quand même, il y a quand même des échanges en termes de publicité, etc., de clientèle, etc. Mais pour le moment, c'est juste nous deux, oui. Donc, nous deux et puis nos formateurs. Comme l'école ouvre bientôt, qu'on a d'autres inscriptions qui se sont ajoutées. Donc, on aimerait avoir d'autres formateurs. Donc, je peux faire une petite annonce. Oui, bien. Donc, c'est juste pour dire qu'on cherche du monde qui est qualifié, qui a la pédagogie avec les enfants et les adultes. Comme j'ai oublié de préciser aussi qu'on a aussi des cours pour adultes à Nassara. Donc, pour les parents qui voudraient avoir un suivi avec leurs enfants. Donc, avoir aussi en parallèle j'ai envie de dire une formation plutôt qu'éducation, une formation sur les mêmes sujets que leurs enfants vont voir à l'école, donc pouvoir aussi faire un suivi à la maison avec eux. Donc pour ceux que ça intéresse. Et donc on cherche des formateurs, donc que ce soit pour adultes ou pour enfants, qui sont qualifiés et qui peuvent avoir la pédagogie qu'il faut pour donner des cours. Donc bien sûr, c'est rémunéré. Parce qu'on veut vraiment que toute personne qui nous aide et qui donne de lui-même mérite d'avoir quelque chose en retour. Parce que c'est important comme une communauté de valoriser le travail de chacun. Et donc c'est ça. Donc si jamais vous avez quelqu'un, vous êtes vous-même quelqu'un qui pourrait être intéressé, contactez-nous. Mais quand vous avez parlé de cours, oui. Quels sont les cours? Est-ce que vous pouvez nous faire une liste, même si elle n'est pas exhaustive, des cours que vous donnez? Alors, on a pour adultes et pour enfants. Commençons par les enfants. Pour les enfants, alors, en termes de cours, on va parler, par exemple, alors, le programme, il est déjà fait, mais je ne le connais pas par cœur. Donc, on va quand même parler de l'origine de la vie, par exemple. Donc, des notions un petit peu d'où on vient, la civilisation, première civilisation, d'où vient l'homme, etc. Donc, ça, c'est pour les plus grands. Est-ce que je peux te couper? L'origine de la vie. L'origine de l'homme, si tu préfères. De l'homme. Ok, l'origine de l'homme, selon quelle philosophie? Selon la philosophie de Darwin ou la philosophie religieuse chrétienne? Non, là, on parle vraiment de façon simplifiée pour les enfants. Donc, on va vraiment leur expliquer, en fait, l'homme, d'où il vient. Donc, il vient d'Afrique, par exemple. Il vient de la civilisation. Je me suis mal formulée. Donc, il vient d'Afrique. Et puis, les différentes migrations, par exemple. Donc, l'homme a été a peuplé et tout. Il a peuplé l'Europe. On va parler, par exemple, de la évolution, des grandes évolutions, des grandes batailles. La révolution haïtienne, par exemple. Ou bien aussi de beaucoup d'inventeurs,
beaucoup d'inventeurs, que ce soit dans les sciences, les inventions. Noirs? Oui, bien sûr, bien sûr. On va parler aussi des mouvements de droits civiques, donc les grandes figures, que ce soit Rosa Parks, Marcus Garvey, Malcolm, etc., qui ont fait des choses pour la communauté, par exemple. On va aussi parler des figures canadiennes aussi, parce qu'il y a des Noirs au Canada qui ont fait des choses également. Et pour les enfants, c'est ça. On va aussi parler aussi de tout ce qui est artistique, donc l'origine de l'art, des différents courants, comment par exemple le djembé, d'où ça vient, le rythme, le gros guadeloupéen, d'où ça vient, qu'est-ce que le caractérise. Il y a tellement de sujets là, juste qui me vient en tête, c'est ça tout de suite. On va aussi parler du dessin, il y a aussi de l'origine de l'art africain, par exemple. L'art africain à travers le temps. Des choses comme ça, les différents courants marquants. La musique aussi, les différents mouvements, le hip-hop, des choses comme ça, par exemple. Ok, mais et pour les adultes alors? Pour les adultes, il va vraiment rester sur un programme beaucoup plus basé sur l'histoire. Donc c'est vraiment d'abord les civilisations. Ensuite, on a aussi un chapitre qui parle vraiment de tout ce qui est révolution, traite négrière, etc. Donc comment on est arrivé à ce que nos civilisations soient en déclin. Donc le déclin, et après on va venir avec la résurrection, non, là, mais le fait qu'on se sera sorti de ça et comment on a la renaissance, je cherchais le mot, la renaissance africaine, où on est rendu actuellement aussi, puisque faut dire aussi que même s'il y a eu des courants de droits civiques, tout ça, en 2017, on est rendu où en 2017, et aussi pour les adultes, on a vraiment mis en place aussi un bloc, si je peux dire, où on veut vraiment que ce soit un passage à l'action. Donc ça veut dire qu'au vu de tout ce qu'on a appris pendant à l'école Nassara, pour un tel nombre de séances, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Pour que la communauté puisse s'améliorer? Quelle action on peut poser ensemble ou individuellement pour qu'il y ait un changement? Parce que c'est bien beau d'avoir plein de cours, puis qu'on a fini les cours, puis on est merci, on rentre chez nous, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose un déclic et que ça suscite un changement chez nous-mêmes. Donc, on veut vraiment que les gens puissent aussi avoir un chapitre où ils ont des clés. On veut pouvoir les aider à à concrétiser, si on veut, les actions qu'ils aimeraient poser. Ok. Avant de nous quitter, j'aimerais avoir votre contact et votre adresse, bien l'adresse de l'école Nassara. Où est-ce qu'on peut vous joindre, en fait? Alors, nous, on peut nous joindre par courriel. Donc, c'est info@écolenassara.com. Ok, de toutes les façons, ça sera ajouté dans la description du podcast. Oui. Et mon numéro de téléphone, ça va être mon numéro maintenant. Si ça te va, tu peux. Oui, ok, pas de problème. Donc 514-652-0972. Et aussi par la page Facebook qui répond assez vite. Donc c'est moi qui m'en charge d'ailleurs, donc je dois répondre très très vite. Donc École Nassara sur Facebook. Et donc pour l'instant, notre local, les cours ont lieu à l'espace urbain Montréal. Donc c'est au 5926 Saint-Hubert. Et donc sur le cas, pour le moment, c'est l'espace urbain, on commence. Donc et bien sûr, si affluence il y a et si ça marche bien, on espère très vite pouvoir prendre notre propre local avec l'école Nassara. Ok, merci Rachel d'avoir passé 7 heures avec moi. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire pour la fin? Alors, j'aimerais dire que les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, si jamais le concept vous intéresse, pour vous, vos enfants, ou bien peu importe, donc on est encore là. On a prévu des cours, début des cours pour septembre cette année, donc dans quelques semaines. Donc, ce serait la semaine du 9. Et donc, on a des promotions aussi de pré-entrée, donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire parce que c'est quand même des prix avantageux. On a quand même fait de beaux rabais pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, on espère vous voir nombreux. Et pour nos cours, et voilà. Ok. Merci beaucoup, Rachel. Et je dis bonne soirée ou bonne journée à tous nos frères et sœurs. Et à la prochaine sur La Bonne Dose. Au revoir. Au revoir.